Merci de m'avoir proposé de partager ces quelques idées sur la conception participative. Moi, je pratique la conception participative, comme l'a dit Aurélien, depuis très très longtemps. Et j'ai récemment relu quelques textes de philosophie de la technique, notamment de Simondon, qui m'ont donné un éclairage qui n'est pas inintéressant sur pourquoi est-ce que la conception participative, ça marche. Et donc, du coup, bon, voilà. Est-ce qu'il y aurait un principe générique de fonctionnement qui permet de comprendre, parce que souvent, c'est difficile d'expliquer pourquoi ça marche. Dès qu'on l'utilise, on comprend, mais voilà. Donc, en fait, je vais diviser ma présentation plutôt en deux parties qu'en trois, d'ailleurs. Je vais commencer juste, alors je ne sais pas à quel point les personnes qui sont là connaissent ou pratiquent la conception participative, mais je vais juste donner quelques exemples pris dans des domaines un peu différents qui montrent la diversité des applications et la diversité des contextes et des choses que la conception participative permet d'adresser. Et puis après, j'essaierai de travailler cette question d'un principe générique de fonctionnement à travers la question de la prise de forme. Alors, la diversité des applications de conception participative. Alors, moi, j'ai pratiqué ça, je le pratique actuellement en aéronautique. Alors, juste pour être très clair sur ce que je vais regarder le plus dans la conception participative, c'est ce qu'on appelle le prototypage participatif, c'est-à-dire l'idée qui est quand même assez spécifique à la conception participative, qu'on ne fait pas seulement de l'observation, des entretiens, de l'évaluation, des tests, des brainstorming avec les utilisateurs, mais qu'on fait aussi du maquettage, quoi, qu'on fabrique les interfaces en gros et les interactions avec eux. Donc en aéronautique, voilà, je vais juste montrer un exemple. Je vais montrer aussi comment j'ai utilisé ça, enfin, en, dans le domaine scientifique, avec des effets de bord assez intéressants par rapport à quoi ça peut servir dans les débats scientifiques, et aussi en relation avec la programmation, notamment par l'utilisateur final, que peut être par exemple le biologiste. Et je vais également parler de comment la conception participative peut s'insérer dans les préoccupations d'ingénierie système, notamment avec les méthodes un petit peu plus formelles. Alors, juste pour commencer par un exemple en aéronautique, l'exemple, il est tiré d'un projet où on avait augmenté une position de contrôleur aérien. Donc, ce qu'on voit là, c'est les strips qui permettent de contrôler les avions dans un secteur, et puis l'image radar. Et en fait, dans ce système, on a complètement connecté les strips qui sont en papier avec de la projection par-dessus, par en dessous, et avec un stylo numérique qui permet que ce qui est écrit sur les strips par le contrôleur soit communiqué au système. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, qui était quand même déjà un projet de recherche, et pas du tout quelque chose qui ira en centre, où on regardait donc l'interaction tangible et la réalité augmentée pour ça. Donc en fait, on a fait beaucoup d'ateliers avec des contrôleurs. Et là, je vais juste montrer un petit exemple où des contrôleurs avaient proposé une petite fonctionnalité, une interaction, pour mettre un petit compteur à rebours. En cas de décollage d'un gros porteur, il y a de la turbulence de sillage et donc il faut qu'ils attendent 2 ou 3 minutes pour faire décoller l'avion suivant. Et je vais montrer après comment ça a été fait dans le système. Donc normalement, vous devez entendre le son. Donc là, il n'a pas compris. Donc l'avion, il est encore, il commence à rouler. À partir du moment où il faut qu'il arrive. Au décollage, nous avons un Air France 657 qui est un Boeing 37, un porteur lourd qui va commencer à décoller, vous autorisez à décoller. Pendant ce temps, nous avons un avion qui va se présenter prêt à l'alignement, mais qui ne peut pas encore s'aligner. L'autre vient de partir. Et au moment où il va lever les roues, le timer va se mettre en route parce qu'il vient de détecter un avion qui est prêt à décoller derrière.
Celui-là donc part avec le départ. Et pendant ce temps, on a le tuner 720 qui va s'aligner, mais qui ne pourra décoller tant que la jauge ne sera pas terminée pour respecter les 2 minutes de délai dû à la turbulence de sillage. Voilà, donc ça c'est un exemple tout bête où en fait là les gens qui ont qui ont prototypé l'idée avec des bouts de plastique et des bouts de papier et en expliquant, ce sont des contrôleurs. C'est une idée qui vient des contrôleurs et en leur donnant la possibilité d'exprimer ça dans un langage non technique, on va dire, qui est voilà utiliser des bouts de papier, des choses comme ça et de la vidéo, ça a permis de spécifier une fonctionnalité à laquelle en tant que designer on n'aurait pas pensé. Et en fait, on voit que cette fonctionnalité a été implémentée sur le système final. Donc, on voit ici l'idée du compte à rebours. Voilà, donc ça, c'est juste pour montrer comment ça crée un langage commun. Alors, si, je ne me rends pas trop compte de savoir si tout ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Voilà. Alors, le deuxième exemple que je vais donner, là, je vais être un peu plus méta, dans le sens où on a fait de la conception participative dans le cadre d'un projet avec un équipage de surveillance maritime aéroporté. Donc ça, c'était à Brest avec Thales et le labo d'Olivier Grivard, là. Et là, le but du projet, c'était plus méthodologique. Et on avait ce cas d'étude. Et on s'est concentré dans ce cas d'étude sur un scénario d'un marin qui était tombé à l'eau, qui est un petit peu représenté par cette photo-là. Et donc, ce qu'on avait comme objet d'étude, c'est le fait que c'est des gens qui utilisent beaucoup la formalisation, des modèles de tâches, des choses comme ça. Et en fait, dans le projet, donc, ce qu'on adressait comme problème, c'est le fait que c'est assez difficile de générer des interfaces post-WIMP riches à partir des modèles. Et donc, l'approche, c'était de combiner des outils et des méthodes de l'IHM et de l'ingénierie système. Alors, donc, on a fait donc, dans ce projet donc, des interviews contextualisées avec un équipage de surveillance dans leur avion. On a tiré de ça des modèles, comme par exemple ici un modèle qui montre quelles sont les tâches pour construire une représentation commune avant de prendre une décision pour aller sauver le marin. Donc, il faut se faire une représentation de la situation avant de choisir une stratégie. On a également fait une approche très IHM avec des scénarios qui ont été rédigés, du prototypage participatif avec de la vidéo. Donc là, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu pour le projet précédent, où il y a un membre de l'équipage qui utilise un bloc-notes pour montrer comment on pourrait interagir avec une tablette. Et ensuite, du prototypage par des concepteurs. Voilà, donc on a fait des interviews situées où ils ont rejoué une situation de surveillance de laquelle on a pu tirer donc des scénarios. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir que ça s'intégrait pas trop mal avec l'ingénierie système. Donc, je vais rapidement vous dire comment. Déjà, on a travaillé sur la conception de modèles à partir des scénarios. Donc, on a vraiment voulu comparer le pouvoir expressif des modèles par rapport aux scénarios et connecter mieux les modèles aux observations. Donc, on a fait ça dans un workshop collaboratif qui a été enregistré, transcrit, etc. Et donc, on a analysé les scénarios très précisément, comment la stratégie était décidée, en voyant, voilà, en utilisant l'expression qui avait été donnée par l'équipage. Et on s'est rendu compte qu'avec ça, on pouvait construire une partie du modèle en décomposant les tâches en représentation des frontières, des trajectoires et des décalages dans la recherche du marin en poursuivant le bateau. Et on s'est rendu compte que voilà, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait des différences intéressantes entre modélisation formelle et scénario, et de voir comment les deux étaient complémentaires. On a aussi utilisé les modèles pour construire des rationales sur des questions de design qui avaient été posées pendant le prototypage.
Par exemple, est-ce que, il faut qu'il y ait plusieurs dessins? Donc le but, le prototypage, ça avait été celui d'une tablette où on peut dessiner les patterns de stratégie pour aller retrouver le marin. Et c'est une tablette collaborative que l'équipage se partage. Et la question, c'était, est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs dessins en même temps, qu'on gère plusieurs dessins en même temps? Et en fait, un des modèles nous avait permis de voir que oui, c'était intéressant. Voilà. Et puis, troisième chose, bon, mais je vais aller vite, c'est comment on peut se servir des questions de design pour affiner les modèles, pas seulement les scénarios, mais aussi les questions de design. Euh, voilà, pour vous se rendre compte, par exemple, que dans la construction d'une représentation, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément dans les tactiques nominales et prévues à l'avance, mais qu'il y avait aussi des choses qui étaient plus informelles. Voilà. Et donc, on est arrivé à la conception de cette tablette, dont je vous montrerai une vidéo un petit peu plus tard dans l'exposé. Autre exemple complètement différent, conception participative en bioinformatique, où on organisait beaucoup de workshops participatifs, de prototypage, etc. Et où on s'est rendu compte en fait que le prototypage participatif, où les gens étaient séparés dans des petites tables avec des thèmes, etc., ça servait de manière très efficace pour, à l'égal d'un séminaire scientifique, pour construire des débats scientifiques autour de thèmes de bioinformatique. Donc, ce n'était pas le but, mais l'effet de bord, c'était un petit peu ça. Et donc, là, c'est un schéma qui montre les apports mutuels entre conception participative et discussion sur des hypothèses scientifiques, et évidemment aussi entre le computational medium, c'est-à-dire la conception logicielle et la conception participative, ce qui est assez classique, et l'interaction également entre logiciel et hypothèse scientifique. Mais là, ce qui est à mettre en avant, c'est que la conception participative, elle peut vraiment avoir des efficacités parfois inattendues et très riches en dehors de son domaine classique d'application qui est la conception. Et dernier exemple que je prendrai pour cette première partie, donc c'est le continuum entre conception participative et programmation, notamment programmation par l'utilisateur final. Donc là, c'est le biologiste. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est un atelier avec des biologistes, et puis à droite, c'est un petit extrait d'un outil que j'avais fait pendant ma thèse de programmation par les biologistes. Donc, c'était le concept de programmation participative, où en fait, on voit que la participation de l'utilisateur peut être également intéressante pour apporter des exemples, des matériaux pour penser des outils de programmation pour l'utilisateur, et que ces outils peuvent être utilisés dans le prolongement d'ateliers de conception participative. Et notamment dans cet exemple-là, c'est un exemple où il y avait un algorithme qui avait été mieux modifié grâce à un atelier de conception participative, où on avait trouvé un moyen de changer l'algorithme. Donc là, c'était un algorithme qui analysait de l'hydrophobicité dans des séquences d'acides aminés, dans des protéines. Et l'atelier avait montré comment une entrée de l'utilisateur permettait de modifier le comportement de l'algorithme. Donc ça va quand même assez loin, conception participative d'algorithme. Voilà, donc ça c'était pour montrer la diversité et en même temps l'efficacité de la conception participative. Et ça, donc, c'est pour montrer qu'il y a une question qui se pose, et qui se pose pour moi vraiment, c'est comment expliquer à quel point ça marche, quoi. Et là, ce que je propose, alors je suis vraiment dans une proposition théorique qui est vraiment à l'état d'hypothèse. C'est pas un projet sur lequel où on a fait de manip expérimentale, sur lequel on a fait voilà des tests, etc. C'est juste une hypothèse en fait. Et cette hypothèse, donc, elle part du problème de la prise de forme. Donc, en fait, les théories de la forme et de la matière, c'est quelque chose qui existe dans les théories du design d'interaction. Donc là, c'est un exemple de publication qui existe dans le domaine donc de la théorie du design d'interaction, où les chercheurs
bon, comme Jung, Stolterman, Wiberg, Lim, Valgarda, enfin voilà, qui sont des chercheurs assez connus dans le domaine du design d'interaction, essayent de conceptualiser le processus de prise de forme dans le design d'interaction, et ils font intervenir pour ça des concepts qui sont en fait utilisés depuis très longtemps dans la philosophie occidentale de forme et de matière. Alors, ils vont le faire de manière assez diverse, de manière assez peu concertée et sans connaissance a priori de la manière dont c'est utilisé depuis plusieurs siècles dans le design. Et donc, ça m'a intriguée parce que justement, j'avais relu des textes de philosophie. Alors, il se trouve que le problème de... Ah, pardon, c'est le égal, là, c'est un M. Il se trouve que le thème de la prise de forme, ça existe depuis Aristote. Et ça, c'est le schème ilémorphique qui dit que la matière reçoit la forme. Et ça vient de matière, et morphé, ça vient de forme. Et donc, c'est intéressant de connaître ce background théorique pour comprendre la prise de forme. Et il se trouve que, bon, ben, on n'est plus à l'époque d'Aristote. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de dire qu'il y a une entité qui serait la matière et une autre entité qui serait la forme et qui interagissent entre elles pour faire qu'il y a de l'être qui arrive par prise de forme. Et ça n'est surtout pas assez simple pour comprendre ce phénomène de prise de forme dans le design. D'abord parce qu'il y a de la matière dans la forme et il y a de la forme dans la matière. Si on prend l'exemple, par exemple, du moulage de la brique, qui est montré par cette magnifique photo ici, en fait, en réalité, ça fonctionne parce qu'il y a de la forme dans l'argile, il y a des propriétés colloïdales qui la rendent capable de conduire une énergie déformante tout en maintenant la cohérence de ses chaînes moléculaires. Et il y a également de la matière dans la forme, donc la forme, ça serait le moule. Et le moule, pour faire des briques, il n'est pas fait n'importe comment. Il faut certains argiles pour le faire, il faut leur mettre des revêtements particuliers, etc., pour que ça marche. Donc, la forme du moule ne suffit pas à faire que ça fonctionne. Il y a aussi ce dont est constitué le moule qui marche. Et pour conceptualiser ça, Simondon, qui est un philosophe de la fin du XXe siècle, qui connaissait pas mal de choses, aussi bien en physique, en chimie, il était également professeur de psychologie, et c'était un philosophe donc rompu à toute l'histoire de la philosophie occidentale. Il a proposé en fait le concept de transduction, qui est décrit comme une opération de modulation où des structures se propagent à travers un couplage structurant-structuré. Donc, on voit l'idée de moule et d'argile. Mais en fait, avec l'idée que dans les deux, il y a de la structure et surtout, donc, il y a une combinaison d'échelles différentes. Et en fait, cette conceptualisation m'a semblé très pertinente pour décrire ce qui se passe dans un atelier de prototypage participatif. Parce que dans la transduction, il y a toujours trois conditions. Il y a une condition de tension d'information, ce qu'il appelle la métastabilité, c'est-à-dire le fait qu'on trouve des équilibres mais instables. Et en fait, c'est la présence d'un problème. Il y a également la présence d'un germe structural et il y a également la présence d'une énergie qui est reçue par le milieu. Alors, le germe structural, c'est l'apport local en fait d'une singularité qui est capable de rompre un équilibre métastable et qui permet qu'une fois que cette rupture d'équilibre est amorcée, il y a une transformation qui se propage. Voilà, parce que l'action qui s'est exercée au début entre le germe et le corps métastable s'exerce ensuite de proche en proche entre les parties déjà transformées et les parties non encore transformées. Donc, c'est quelque chose de déclencheur en fait, c'est une énergie qui déclenche.
Et donc, moi, j'analyse ça dans le processus de prototypage participatif. Et cette énergie reçue par le milieu, c'est ce que j'appelle un schème moteur, et j'expliquerai pourquoi j'appelle ça comme ça après. Donc, j'ai des exemples de ça dans plusieurs domaines. Alors, j'ai un premier exemple dans la maintenance aéronautique où on a fait des ateliers avec des techniciens de maintenance. On leur a montré le stylo numérique Anoto, qui en fait a fonctionné comme germe structurel par rapport à un problème qu'ils avaient et qu'ils ont identifié eux-mêmes pendant l'atelier, là que je montre avec cette vidéo, où, voilà. Voilà, donc dans cette vidéo qui est faite par des élèves qui faisaient le projet, le technicien s'est dit: ah, mais ça pourrait être super pour nous parce que quand on remplit notre fiche de maintenance, des fois il faut changer de terrain d'atterrissage et il faut réécrire par-dessus le sigle. Et le technicien, il a compris comment fonctionnait le stylo Anoto et notamment qu'il enregistre les dates des tracés. Et il a dit: bah, en fait, on pourrait faire un petit formulaire qui permet de choisir. Donc là, on voit un petit slider qui permet de choisir la date des tracés pour choisir celui qui nous intéresse et qui doit rester dans la fiche suivante. Donc la métastabilité, c'est le problème de rature. Le germe structural, c'est le stylo Anoto. Et ce qui en est ressorti, donc ce qu'on va appeler de manière transductive, c'est l'individuation d'une nouvelle idée de conception. Un autre exemple de ça vient de la musique contemporaine. Donc, dans un projet où je travaillais avec Wendy Mackey et Fanny Tsandilas sur des logiciels pour les compositeurs contemporains. Et en fait, le problème, c'était celui d'arriver à combiner l'écriture de musique sur le papier, sur des partitions et sur des logiciels, où en fait les compositeurs étaient tout le temps en train de jongler entre les logiciels, les partitions, et avec pas vraiment de moyens pour arriver à combiner les deux. Donc ils se débrouillaient. Et c'était un projet où donc Fanny Tsandelas a proposé un logiciel qui permet d'associer des gestes tracés sur une partition toujours avec le stylo annoté, avec des petits programmes qui calculent des choses pour faire la composition. Et ce qui s'est passé pendant un atelier, c'est qu'à un moment donné, on a utilisé un mécanisme d'analogie pour dire au compositeur, eh ben, alors lui, il avait essayé d'utiliser le logiciel de l'IRCAM qui s'appelait Open Music, mais bon, il n'y arrivait pas trop, ça ne correspondait pas à sa façon de travailler. Et en fait, on lui a montré le logiciel de Fanis, donc qui s'appelle Music, en lui disant, ben, prends ce logiciel Music et fais comme si c'était Open Music, donc le logiciel de l'IRCAM. Et à partir du moment où on lui a dit ça, ça a déclenché plein d'idées de sa part, de l'idéation, etc. Et il s'est mis à trouver voilà, plein d'idées parce qu'en en fait, on a eu cette idée de lui proposer cette analogie. Donc là, le germe structural, c'est ce mécanisme analogique, et la transduction, c'était d'arriver donc à proposer plein d'idées dans l'application musique. Le troisième exemple que je prends, c'est toujours notre équipe de surveillance maritime aéroportée. Donc le problème, c'est la prise de décision collaborative dans un Rafale. Il faut savoir que le Rafale, c'est un avion qui n'est pas très gros. Donc on s'est rendu compte dans l'atelier, les interviews, qu'il se déplaçait dans l'avion, qu'ils utilisaient beaucoup l'audio comme bus de communication, etc. Et donc, ce qu'on leur a proposé pendant l'atelier, donc c'est ce petit bloc-notes papier qui a servi de germe structural. Et là, on voit le capitaine qui joue le jeu, vraiment, ça marche tout seul. Il dit, ah bah voilà. Donc, il fait comme si c'était une tablette et il montre comment on peut utiliser. Et donc, suite à ça, bah, il y a eu développement d'une tablette collaborative dont je vous montre ici Ce que je te propose, tu vois le Sloman dispatcher là? On va le faire venir à couple du Tamara. D'accord? Le Tamara étant indisponible, là, il n'avance plus, ses moteurs sont cassés. D'accord? Dès qu'ils auront chargé un maximum de personnes, et surtout les blessés, je vais leur demander s'ils peuvent quand même, s'ils ont besoin de rester à bord ou s'ils veulent évacuer le bateau.
lorsque un maximum de personnes sera allé dans le Sloman Dispatcher, je lui ferai prendre un cap 030 vers la pointe du Raz. D'accord? On contacte le Cross, ils vont faire décoller, pour leur demander de faire décoller l'hélico et pour venir à la rencontre du Sloman. OK, pour un hélitreuillage, pour évacuer rapidement les 2 personnes qui sont blessées. Ça te va? OK. Voilà. Tu vois le schéma là? C'est fantastique. C'est ici que les bactéries attaquent. Et là. Donc voilà, donc là en fait l'idée c'est qu'ils étaient vraiment pendant une expé, avoir plusieurs la tablette et voilà. Oui effectivement c'est sur ma Falcon, pardon. Voilà, alors je vais. Combien de temps il me reste? 10-15 minutes si tu veux. D'accord. Et je vais développer cette notion de transduction de manière un tout petit peu plus détaillée parce que ça correspond à ce qu'on a dans un article qui a été accepté par le journal des sciences du design, où on a analysé ces phénomènes de transduction avec métastabilité, germe structural et individuation d'une idée de design dans un projet. Alors c'est un projet d'hybridation de surface tactile où on a travaillé avec des pilotes pour faire en sorte que le tactile soit plus performant, moins dangereux et plus utilisable et aussi plus collaboratif dans le cockpit. Donc le projet, je vous le fais rapidement, je vous montre une vidéo rapidement, c'est ça. Voilà, donc il y a beaucoup de nouvelles utilisations du tactile dans le cockpit, mais avec plein de problèmes de fatigue, de sécurité, de focus. Et donc on a proposé ce concept d'une surface qui peut se plier et on l'a instancié à travers 2 prototypes. Un prototype avec des écrans tactiles articulés par des vérins et une surface imprimable, imprimée en 3D avec projection par au-dessus où l'utilisateur voilà, peut interagir alors avec des structures de données linéaires. Et en fait, voilà, on a fait des walkthroughs avec des pilotes sur ce concept-là. Et en fait, je vais analyser 3 sortes de prises de forme, enfin c'est ce qui est décrit dans l'article, qu'il y a eu dans ce projet. Alors, une première prise de forme qui a été en fait issue donc avec en background toute une analyse de l'activité des pilotes et toute une exploration de différentes formes possibles pour cette hybridation de surface, avec un germe structural qui a été à un moment donné dans un atelier, un dessin au tableau par un des designers de surface composée de prismes. Et à partir de là, ça a déclenché l'idée de surface qui se plie comme un accordéon, sur lequel on a travaillé, fait énormément de recherches au niveau de la taille des plis, etc. Et avec une stabilisation du concept à travers ce dessin que vous voyez là. Il y a eu ensuite une deuxième prise de forme avec comme germe structural ce concept ici qui est représenté de manière assez abstraite comme des feuilles de papier qui se plient et avec tout un travail donc pour mécaniser ça et pour représenter ça. Et alors là, le côté métastable et problématique, c'était comment mécaniser ce qui se passe avec une simple feuille de papier qu'on va plier. Et un troisième niveau de prise de forme, donc, qui a été, dans la mécanisation, c'était plutôt là, c'est comment on a cherché plein de manières de mécaniser ça. C'était pas simple. Et on a abouti à ces 2 prototypes. Et dernière forme de prise de forme, pardon, c'est réinstanciation du concept avec des pilotes qui se sont complètement appropriés l'idée en voyant la plasticité de la chose, en voyant que ça avait une très bonne saillance visuelle. Et donc, je peux montrer rapidement avec ces petites vidéos. Si vous voulez, si par exemple, là, j'ai mon point Sandy, j'ai des points qui sont mis en vague avant, j'ai des points qui sont mis en vague après. Les vagues correspondent, on va dire, par exemple, à une conso. Ouais. Bon, ben, ce que je vois derrière, oh, j'ai une vague qui sort avec. Voilà. Donc, ils se sont appropriés cette idée de pli avec le terme de vague de manière indépendante. Par exemple, on va essayer de... Après ce point-là, descendez. D'accord. Tac, descente, heading. Et puis avoir un menu. Ouais. Et puis, une fois que c'est validé, ça se replie. En fait, tu as une forme qui
qui apparaît comme ça, là, tu vois. Ouais. Ton écran est plat, toi, tu es en train de changer ton cap. Ah, tiens, Voilà, donc là, on voit comment les transitions continuent dans ces ateliers de design walkthrough avec des pilotes. Voilà, alors je conclurai là-dessus. Donc, c'est sur cette idée d'énergie reçue. En fait, moi, mon hypothèse, c'est que c'est quelque chose qui vient d'un schème moteur qui est à l'origine de l'imagination. Et ce schème moteur, pour nous, bah, c'est juste l'interaction, c'est-à-dire que l'interaction est au cœur de la conception participative. Alors, l'histoire du schème moteur, ça vient d'un autre rapport de Simondon dans le livre Imagination et invention, où Simondon explique que ce schème moteur, il est originaire de l'image dans le cycle des images. Donc, ce que dit Simondon, c'est qu'il y a 4 phases dans la génération de l'image et de l'invention d'ailleurs. Il y a une première phase qui est motrice, une seconde phase qui est une phase de perception, une troisième phase qui va être la construction dans le monde mental et la quatrième phase qui est l'invention à proprement parler, donc l'invention technique. Alors là, je ne vais pas tout détailler, mais ce qui, moi, m'a frappé, c'est que dans la phase motrice, selon Simondon, alors Simondon était prof de psychologie à l'université, hein, je veux dire, il avait quand même voilà, des éléments pour proposer ces théories-là. Ce que dit Simondon, c'est que l'image, c'est d'abord, au début de la vie, un faisceau de tendances motrices qui est une anticipation à long terme de l'expérience de l'objet. C'est une espèce de comportement programmé génétiquement qui conduit le jeune vivant dans son milieu, avant toute expérience, dans une pure spontanéité motrice. En quoi consiste l'image? Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, ça, au niveau scientifique aujourd'hui, mais c'est cet aspect moteur de l'image qui serait à l'œuvre dans la conception, en fait. Et en fait, on retrouve cette idée plus ou moins dans d'autres domaines sans concertation. Par exemple, dans le domaine de l'anthropologie de la technique avec Leroy Agourand, le fait que la technique, c'est à la fois du geste et de l'outil, en fait. Avec cette idée d'une syntaxe opératoire qui naît dans le geste et qui se développe dans le cerveau et avec le milieu matériel. Voilà, et donc cette coïncidence entre le geste et l'invention, le geste et l'outil, vient d'une hypothèse d'analogie des opérations qu'il y a chez Simondon et qui permet de comprendre ce mécanisme de l'invention à travers la motricité. Voilà, Simondon, là, c'est une photo d'une page de son bouquin sur invention et imagination, où il parle de cette analogie d'équivalence, de réversibilité entre la pensée qui invente et l'objet inventé, avec un dynamisme de la pensée, des schèmes mentaux qui sont des schèmes dynamiques et moteurs. Voilà, donc je vais terminer là. Donc j'aurai plein d'exemples d'analogies, de la manière dont ça a fonctionné. Donc vous voyez, je suis sur des hypothèses assez théoriques, mais qui personnellement me parlent. Peut-être pour terminer sur l'analogie, le fait qu'il y avait cette idée de pli d'accordéon qui nous est venue dans le projet avec les pilotes et qui venait vraiment de l'activité où les pilotes parlaient eux-mêmes de rythme et qui nous ont donné cette idée de pli qui se succède avec une homogénéité, une cohérence et une continuité. Vite, c'est bon. Et c'est le capitaine qui le fait. Si, ça c'est comme ça, on touche. Vous voyez, on a une espèce de musique comme ça qui fait. Voilà, donc je vais terminer là-dessus, sur voilà, l'interaction qui est vraiment au cœur de la conception participative. Alors, il y aurait aussi tout le fait que la conception est en germe dans l'interaction, mais ça, je vais passer assez vite, parce que c'est plus connu. Et voilà, cette idée, je conclurai là-dessus, de l'interaction qui est dans la conception qui repose sur le schème moteur qui serait au cœur de l'imagination. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je pense qu'on a... N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. So don't feel free to ask questions in French or English in the chat. Merci encore une fois, Catherine. Donc, je pense que c'était précieux de vous avoir et puis d'avoir Nathalie aussi après, parce qu'on voit la diversité des choses qui vont arriver dans le PC4
du projet, où on a beaucoup parlé des communautés. En fait, il y a aussi toute une partie sur les enjeux de conception. Et voilà, vous voyez peut-être un peu mieux l'ampleur de ce qu'on va essayer de rattacher par la suite. Donc je pense que par rapport aux présentations des semaines précédentes, voilà, il y a une petite distance, et c'est ça qu'on va essayer de lier dans les 7 ans qui viennent, je crois. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je crois qu'il y a Edith qui voulait Ouais. poser une question. C'est ça. N'hésitez pas à poser des questions, même des questions naïves, ou à clarifier des choses, parce qu'on est aussi dans des disciplines différentes. Donc, n'hésitez pas. Edith, vas-y. Merci beaucoup, Catherine. Cette présentation était passionnante, parfois un peu dure à suivre pour moi, parce que je suis assez loin de ces sujets assez techniques. Ma question, elle est certes un peu naïve, je pense, mais aujourd'hui, je mène une thèse sur les déterminants de la créativité dans un contexte en ligne. Et sur la fin de ta présentation, du coup, tu as vraiment insisté sur le fait que c'était l'interaction qui était au cœur de l'invention. Mais néanmoins, dans toute ta présentation, il y a aussi eu la manipulation, visiblement, d'un objet. Voilà, vous avez manipulé à chaque fois et fait des prototypes papier. Enfin, voilà. Du coup, quelle place elle a, cette manipulation, en ton sens? Et est-ce que vous auriez pu faire la même chose dans ces différents ateliers si vous aviez été tous connectés en ligne et non pas physiquement présents dans une même pièce à manipuler les mêmes objets? Ah bah oui, c'est une très bonne question. Effectivement. Alors quand je parle d'interaction, j'inclus la manipulation d'objets en fait. C'est-à-dire que manipuler un objet, c'est interagir avec, même si c'est pour le fabriquer en fait. Mais justement, ce qui se passe quand un utilisateur, un participant dans un atelier de prototypage fabrique un prototype, manipule un bloc-notes pour dire ah c'est une tablette ou enfin voilà. Enfin, alors après dans l'exemple des compositions